Bonjour et bienvenue dans votre matinale Fit Tips, l'émission qui vous réveille chaque matin et qui vous accompagne au quotidien, bien sûr, ou bien même chaque week-end. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la société sénégalaise, de la famille et bien sûr de notre équilibre collectif. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Ndeye Fatou Cissé, sociologue. Bonjour Madame Cissé. Bonjour, merci beaucoup Madame Lee. Je suis très heureuse d'être avec vous ici et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Alors, elle est aussi la Miss Réseaux sociaux, Awa Traoré. Je te donne encore quel nom Miss tu veux quel nom depuis ça le te, temps, tu m'appelles ça te Miss Réseaux suffit, sociaux, hein. Miss Réseaux sociaux? Bah, j'ai pas le choix. Alors, Awa, Puisque bonjour. Mon nom répond bien à ce que je fais sur ce plateau. Alors, bonjour à toi, Tenny. Merci pour cette émission, les sujets que tu proposes tout le temps, c'est vraiment intéressant. Alors, bonjour à Madame Cissé aussi, c'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau aujourd'hui. On va parler de sujets très importants, bien que chacun a sa perception. On va essayer quand même de développer et de trouver des solutions à certaines questions que se posent nos internautes. De passage, je les salue à eux aussi. Je salue également... Je ne peux pas dire que Mais pourquoi à chaque fois, toi, tu me laisses je pas me gâche du tout, la en surprise, fait, non mais voilà, je suis désolée, dire mes Tenny, scoops ou je sais pas pourquoi. Madame Donc, Cissé, je c'est laisse- Awa, je- elle me laisse jamais dire mes scoops. non, je ne vais pas te C'est voler la Miss vedette Réseaux cette fois-ci. sociaux, donc il y a des... Voilà, vous avez tout compris. Donc c'est ça. Alors, bonjour à tous, à nos chers internautes. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous êtes en pleine forme. Préparez-vous. Fit Tips, c'est comme d'habitude, plein d'astuces, de tips, plein de conseils. Alors, préparez-vous, ce sera très bien. Merci beaucoup. Ça, c'était la présentation de Awa. Alors, il nous fait le plaisir d'être là aussi pour la deuxième fois. Sam, aujourd'hui, on a invité ton ami. Ah oui, c'est la grande Ella Cissé, ma sociologue préférée. Ah. Voilà, on partage beaucoup de choses ensemble et voilà, elle fait partie de mes conseillers aussi pour d'autres projets assez importants. Donc, je suis content de la recevoir aujourd'hui dans cette émission et de pouvoir participer effectivement dans cette émission aux côtés de Awa Traoré. La terrible Awa Traoré. C'est Et, comme ça, un voilà. fictif, c'est ça le plateau. Voilà, surtout entre Sam et Awa, ouais. c'est une autre histoire. On se connaît. On se connaît très bien. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, notre thème, c'est le Sénégal, structure familiale et sociale. Et bien sûr, avant de débuter, en parlant de la société sénégalaise, ma première question, qu'est-ce que la sociologie? Bon, c'est la sociologie. Bon, il y a plusieurs définitions de la sociologie, mais je vais vous partager celle qui est la plus simple pour nous tous. On peut appeler la sociologie comme un projet d'étude objective des faits sociaux. En termes simples, c'est ça. Donc, c'est une discipline qui a plusieurs branches aussi. Parfois, il y a beaucoup de gens qui te disent il faut venir à mon émission, il faut participer à mon émission, alors que la sociologie, c'est comme la médecine, il y a plusieurs spécialités. Il y a des sociologues spécialisés sur les questions de la famille, d'autres sur l'éducation, d'autres sur les technologies. Voilà, donc il y a plusieurs branches de spécialités de la sociologie. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir en fait. On entend souvent la sociologie. Je pense qu'une définition, ça, c'est vraiment bon à savoir. Effectivement, je me rappelle pendant ma licence en première année, on faisait aussi les fondamentaux de la sociologie et je me rappelle exactement des mots que vous avez prononcés. La sociologie étudie sur plusieurs branches, à savoir les technologies et tout ce qui dérive avec. Donc c'est vraiment ça. Bon. Tout à fait. Ça me Excellent. rappelle les cours. Il y a même la sociologie des médias. Pour Oui, parler il y a de la notre sociologie société. des médias, la sociologie de la communication. J'en profite pour saluer Boussé Sambou du CESTI qui nous a accompagnés dans ces questions-là à l'UQAD. Excellent. Alors, l'autre question, c'est maintenant la société sénégalaise. Quel regard vous portez sur la société sénégalaise? Tenning, c'est une question très complexe. Parce que si vous voulez analyser une société, vous ne pouvez pas l'analyser sous un seul angle. Il faudra avoir plusieurs lectures de cette société. Parfois, il y a des choses qui sont interconnectées. Donc,
tu parles d'une chose et tu es obligé de le lier à d'autres choses. La société sénégalaise, elle est une société avec ses qualités, avec ses tares. Et c'est une société aussi qui n'est pas épargnée par les mutations socio-économiques, écologiques qui touchent les autres sociétés. C'est une société qui n'est pas aussi déconnectée de ce qui se passe ailleurs et qui aussi façonne son évolution, façonne, répète même en cause les fondamentaux qu'elle a vu naître. Donc il y a beaucoup de choses à dire de la société sénégalaise et excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ce qu'on peut, si j'avais à choisir pour parler de la société sénégalaise, c'est une société assez je dirais complexe, mais charmante et séductive. En même temps, parfois tu vas dire non, c'est une société qui est en train de changer grave, mais en même temps tu vois aussi des choses qui te font, qui te rassurent pour te dire que c'est une société aussi qui tient à ses valeurs, qui parfois tu penses qu'il est dans des dérives, mais qui a cette capacité à développer des ressorts qui lui permettent de se ressaisir et de ne pas verser flancher. Dans des de ne pas flancher. Et nous avons eu beaucoup d'exemples où tout le monde nous avons vécu des situations où tout le monde était stressé, mais comme on dit, par miracle, on a des ressorts qui nous permettent de ne pas verser dans des situations dramatiques ou quelque chose comme ça. Donc c'est une société marquée par aussi sa jeunesse et la plupart du temps, on a tendance à évaluer la société par rapport aux dynamiques qui sont parfois entretenues et incarnées par la jeunesse. Et ce qui m'intéresse là-dessus et qui fait que je ne suis pas parfois très alignée à la façon dont on définit la jeunesse sénégalaise parfois. Parce que c'est une jeunesse qui parle, mais parfois on a l'impression qu'on ne l'entend pas. Et comme un enfant, il fait des signes, vous ne l'entendez pas, vous ne lui accordez pas une attention, il tape sur la table. Et parfois, c'est ce qu'on qualifie de violence. Je vais m'en arrêter là en attendant que d'autres questions s'ensuivent pour pouvoir développer sur tous ces aspects. Et c'est très important parce qu'aussi, elle a parlé de la jeunesse et qui parle de jeunesse. Certes, dans la sociologie, il y a plusieurs aspects. Il y a la famille, donc il y a aussi même le secteur de l'emploi et tout, mais aussi il y a un aspect fondamental qui est la jeunesse. La jeunesse, c'est quand même très important dans un pays sans... Oui, c'est hyper important. C'est pratiquement la même configuration dans tous les pays africains. On a une forte présence de jeunes, évaluée à près de 75% de jeunes dans pratiquement beaucoup de pays africains. Mais ce qu'elle dit, c'est assez important, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la situation de notre société, nous, on a souvent tendance à parler de société moderne. Je ne sais pas si le terme est bien approprié pour parler de la situation de notre société. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui de cette puissance qu'il y a dans la jeunesse, mais surtout à travers les réseaux sociaux qui poussent les gens à concevoir qu'effectivement, ça va directement vers la dérive. Parce que bon, souvent, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un espace assez libre où c'est différent du cercle familial où il y a le patriarche qui est aujourd'hui, qui assure en tout cas tout ce qu'il y a comme leçon à donner, comme valeur à donner, à inculquer à ses enfants. Aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, quelle doit être notre posture? Est-ce qu'on doit rejeter ces dynamiques ou bien on doit les intégrer tout en préservant aujourd'hui ce socle-là, ces fondamentaux de notre société? Oui, merci beaucoup, Mohamed. On ne peut pas rejeter ces dynamiques. On ne peut pas rejeter ces dynamiques en relation avec les réseaux sociaux parce que c'est des outils qui sont venus, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas indispensables, mais on est condamné à vivre avec.
on est condamné à vivre avec. Maintenant, la réponse que je pourrais te donner, c'est comment domestiquer ces réseaux sociaux, comment domestiquer ces dynamiques pour qu'ils s'allient au projet éducatif ou bien au projet social que nous voulons développer avec cette jeunesse-là. Et c'est là où c'est intéressant parce que si tu entends parler des dérives des réseaux sociaux, on est en train de faire une analyse biaisée des choses parce que dans les réseaux sociaux, c'est comme dans la rue. Tu vois de belles choses, tu vois à côté aussi des choses négatives. Donc, comment faire en sorte de tirer les choses vers le haut de manière à ce que ces choses positives soient beaucoup plus connues et que les aspects, parce que les réseaux sociaux offrent beaucoup de choses. C'est une potentialité. Si on est bien éduqué, on peut en tirer beaucoup de choses. Je pense que l'intérêt de ces réseaux sociaux, c'est de pouvoir nous aussi nous adapter et de pouvoir orienter les jeunes vers les aspects négatifs de ces réseaux. J'ai l'habitude de dire, les réseaux sociaux, c'est comme dans les universités où peut-être jusqu'au lycée, on est accompagné, on est encadré, mais une fois à l'université, vous êtes... on se débrouille. Vous vous débrouillez, vous faites face à votre responsabilité. Et là où il y a la liberté, la responsabilité est à côté. Certes, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas un arbitre, il n'y a pas quelqu'un qui a le bâton, mais ça interpelle notre sens de responsabilité et de pouvoir offrir les choses dans leur meilleure version dans ces espaces, dans ces nouveaux espaces sociaux. Voilà. Et parlant en fait de la jeunesse, est-ce que actuellement vous ne sentez pas que la jeunesse est en perte de repère? Peut-être elle est aussi choquée. Ah ouais, jeune, tu veux donner la réponse. Ne t'en fais pas, moi je suis l'avocate des jeunes. Je suis l'avocate des jeunes. Je me dis à chaque fois qu'on est tenté de juger la jeunesse, c'est l'occasion de nous questionner nous tous. C'est l'occasion de tout remettre en cause et de ne pas seulement jeter la responsabilité de manière exclusive sur les jeunes. Moi, je vois des jeunes, la jeunesse sénégalaise très exigeante. Et c'est normal et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on est très exigeant, on sort de nos routines, on est bousculé dans ton confort et ça permet d'avancer dans le bon sens. Tu l'as dit, 70% de la population sénégalaise, voire africaine même, à moins de 35 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos pouvoirs publics, les institutions qui sont là, puissent percevoir cette réalité démographique, non pas comme une menace, non pas comme un danger, mais comme une force de changement. Si on arrive à développer cette perception, je pense qu'on sera beaucoup plus aligné aux exigences de la jeunesse, parce que rien que d'écouter la jeunesse, ça permet à la... Parce que, je prends le cas du Sénégal. J'entends une expression où on dit la jeunesse, où les jeunes disent ndaw ñi bëgg nañu baax mag ñi ñoo bon. À côté, tu entends les aînés dire, personnes, les aînés. Voilà, xale yi amatuñu kilifa. Donc, il y a un conflit intergénérationnel. Effectivement. Il y a nécessité de communiquer. Il y a nécessité de rendre les références aussi beaucoup plus conciliantes. Peut-être nos aînés ont des références qui sont en conflit avec les jeunes. Donc, il y a ce besoin de dialogue constructif pour pouvoir harmoniser les positions, parce que nos aînés ont besoin des jeunes, tout comme les jeunes ont besoin, ont besoin des aînés. Mais l'essentiel dans cette bon, peut-être que c'est exagéré de parler de crise, mais dans ces incompréhensions, c'est de pouvoir reconnaître les mots dont souffrent les jeunes et de ne pas faire semblant de ne pas voir ces mots-là. Parce que quoi qu'on puisse dire quand même,
il y a eu des contextes socio-économiques beaucoup plus favorables à nos aînés. Moi, j'entends mes parents dire, à l'époque, si tu avais ton entrée en sixième, l'emploi était accessible. C'était plus le cas maintenant où tu vois des bacheliers, tu vois des gens qui ont leur maîtrise, tu vois des doctorants qui chôment et qui n'arrivent pas à s'accomplir correctement dans l'espace public. Et ça, c'est déjà un malaise chez les jeunes. Si on n'a pas des réponses adéquats à ce malaise-là, et à la place, on se permet de les critiquer tout le temps, ça va attiser et ça va ça va favoriser les germes de la violence. Donc, il y a ça. Et à côté, je vois aussi une jeunesse très, très résiliente. Oui. Lorsqu'il y avait le Covid-19, tout le monde avait prédit le carnage ici en Afrique. Qu'est-ce qui a sauvé l'Afrique? Moi, je me dis que c'est sa jeunesse résiliente qui a sauvé l'Afrique. C'est la force des femmes qui se sont réinventées dans beaucoup de métiers et qui ont permis d'amortir le choc qui a fait que l'Afrique n'a pas autant subi comme l'a été les autres sociétés. Donc, je pense que c'est des aspects sur lesquels il faudra faire beaucoup de travail, beaucoup de réflexions sérieuses et aussi développer beaucoup plus de bienveillance à l'égard des jeunes pour que voilà qu'ils puissent en fait trouver un repère et ne pas du tout bien sûr perdre leur valeur. Et se sentir bien là où ils sont. Alors Awa, toi qui es jeune, toi qui es jeune Awa, alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce que Ndeila vient de développer? J'apprécie vraiment le sujet parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé comprendre davantage parce qu'il y a certains points que franchement jusque-là je peine vraiment à trouver des réponses à certaines questions. Donc c'est l'occasion pour moi d'en profiter vu que j'ai une sociologue en face de moi. Alors vu que tout à l'heure Tening t'a posé la question à savoir le concept de la société, vous avez parlé de quelque chose de charmant. Donc moi je dirais que c'est quelque chose qui me fascine parce que ici comme dans notre pays, le Sénégal, parfois tu vois comment les familles ils vivent ou bien les groupes de jeunes différents, comment ils vivent. Je me dis, est-ce qu'on a la même perception de la société? Parce que parfois, je te dis, est-ce que si on avait tous la même perception, est-ce que ça se passerait comme ça? Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des études qui prouvent ou bien qui montrent que dans une même société, parce que ça aurait été une autre société, je me dirais que c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et tout. Donc, dans un pays comme le Sénégal, on devrait avoir les mêmes perceptions peut-être. Donc je me dis, est-ce qu'il y a des études ou bien qui prouvent ou bien qui montrent que certaines familles n'ont pas la même perception de la société? Parce que j'aimerais vraiment comprendre comment certaines familles peuvent vivre de cette manière alors que d'autres, pas du tout. Ouais. Et merci beaucoup Awa pour ta réflexion très, très intéressante. Il y avait un savant, j'ai oublié son nom, qui disait que tout est relatif. C'est la seule vérité absolue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans chaque société, il y a des cultures, il y a des sous-cultures et qui façonnent chaque famille par rapport à la culture d'appartenance à laquelle elle appartient. Je peux dire que chez une famille Wolof, les façons de faire peuvent être différentes si tu regardes une famille Peul ou bien une famille Jola ou bien une famille Sérère. Mais dans toute société, il y a ce que les socio-anthropologues appellent une personnalité de base. C'est-à-dire quand on Jola, on Sérère, on Peul se rend ailleurs, par exemple en Europe, tu le vois, tu dis que c'est un Sénégalais. Tu vois. Donc, malgré toutes ces différences, il y a des choses qui nous sont communes en tant que Sénégalais. Mais dans chaque société, il y a des sous-cultures. Et ça, c'est valable ici au Sénégal, c'est valable dans toutes les sociétés. Et c'est ce qui nous permet aussi de développer des compétences du vivre ensemble. Quand on parle du vivre ensemble, c'est parce qu'il y a beaucoup de différences. Et on est obligé de faire des compromis, d'accepter l'autre, d'avoir une culture de tolérance qui est très ancrée ici au Sénégal avec des mécanismes culturels qui ont été développés comme le cousinage à plaisanterie. Dans les familles polygames, tu vois comment les Awolé, Nyarel, voilà, temporisent avec cette façon de plaisanter en se disant des choses méchantes, mais qui sont
socialement et culturellement accepté. Tu vois ça dans des rapports entre le sœur et le mam, ou ce que ta fille ose dire à ta mère, toi tu n'oses pas le faire. Mais c'est des mécanismes qui sont installés, entretenus aussi pour pouvoir maintenir le vivre ensemble, mais aussi tolérer les différences en termes d'âge, en termes de culture, en termes même de zone géographique. Voilà. Et d'habitude, les gens perçoivent ça mal quand on leur dit ça me mais c'est une manière pour lui de lui signifier que tu fais partie de moi. Voilà. Donc ça, c'est des ressources pour moi tellement importantes, et la modernité et l'ouverture doivent vendre ça ailleurs et pas nous éloigner de ces ressources-là. Et je suis très contente en tant que spécialiste d'éthique, parce que moi j'observe ces espaces-là en tant que sociologue, et je vois parfois comment ces choses sont valorisées dans parfois même des pages où ce sont ces aspects qui sont valorisés et mis en lumière pour aussi continuer de préserver notre vivre ensemble. Et par rapport à la question de la famille, si vous permettez. Oui, bien sûr. La famille, c'est une institution sociale. Et comme toute institution, elle est appelée à changer. Elle n'est pas épargnée des défis, des mutations socio-économiques, des mutations même socio-écologiques parfois, qui font que parfois les changements climatiques font migrer certaines. Et tous ces événements, qu'ils soient malheureux, qu'ils soient heureux, façonnent l'évolution de la famille. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ce que la société ou nos étudiants ont l'habitude de dire, quand tout va, il y a la culture qui reste, et c'est la culture qui te permet aussi d'être résilient, de tenir face à toutes ces mutations, et voilà. Et on va rester même en fait avec la famille, parce que actuellement, bon, les parents, on peut dire que n'ont même plus le temps de s'occuper en fait de leurs enfants. Il y a aussi la polygamie, il y a plusieurs aspects, les réseaux sociaux. Laisse tomber la polygamie. C'est pas un problème ça. Bien sûr que c'est un problème, un très grand problème même. Il y a des questions ici, on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que la polygamie a à voir dans tout ça? Tu as un problème pas une menace. On parle de la polygamie. Non, mais moi j'ai un problème avec la polygamie. Non, pas du tout. C'est toi-même qui as des problèmes. Non, moi j'ai aucun problème avec la polygamie. Il faut laisser la polygamie tranquille. Mais quand même, il faut. Elle est en train de faire son chemin tranquillement. Laisse-la tranquille. Mais il faut aussi quand même dire que parfois aussi la polygamie peut être source de problèmes au sein d'une société. Parce que parfois, bon, les parents, ils peuvent en fait être tellement pris par la polygamie et que parfois ils peuvent en fait délaisser les enfants. C'est ce qui fait parfois que les enfants tombent au niveau des réseaux sociaux et bien sûr ils rencontrent des choses négatives. Certes, il y a des choses qui sont très bien, mais aussi il y a des choses qui sont négatives. Bien sûr. Bon, dans toute chose, il y a, comme on dit, la médaille et le revers de la médaille. Malheureusement, je déplore jusqu'à présent l'absence d'une étude vraiment sérieuse ciblée sur la polygamie pour pouvoir parler avec autorité si vraiment la polygamie est source de tension et de déséquilibre au sein des familles. Jusque-là, on se contente parfois des faits divers qui sont traités et qui remettent sur la place les violences dont sont victimes les familles, parfois en relation avec la polygamie, où parfois il y a les tensions, les rivalités, les méchancetés. Et je vois de plus en plus les séries sénégalaises traiter cette thématique avec force et qui révèlent la vérité, que parfois on cache et qu'on parle parfois avec tabou.
La polygamie, bon, je suis une femme. Quand je parle de la polygamie, Mohamed peut-être va me dire que non, c'est une femme, c'est une analyse qui est biaisée. Mais non. Non, mais allez-y, vous êtes libre quand même. Oui, mais en tout cas, si on se réfère de l'étude, bon, je vais parler d'une étude qui a été faite par notre aîné Fabien Dial dans son ouvrage, et où la polygamie est sortie comme une des causes du divorce dans son livre qui parlait du mariage et du divorce au Sénégal. Après le défaut d'entretien matériel, la polygamie apparaît comme problématique parce que la polygamie aussi cache beaucoup de choses que l'on fait très souvent. Je dis tout le temps, on dit maintenant les jeunes n'aiment plus la polygamie. À l'époque, nos mamans géraient ça. Dans une grande maison. Oui, dans une grande maison, il n'y avait pas de bruit. Il y avait du bruit. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Maintenant, avec l'effet des réseaux sociaux, il se passe une chose qui a l'impression que c'est grand parce que tout le monde en parle. À l'époque, les choses se faisaient. Mais n'était pas ébruité comme c'est le cas actuellement. Moi, j'entends des récits où il y avait des choses parfois horribles qui se faisaient, mais en douce, dans les familles polygames. Et si tu vois pourquoi les gens surtout les femmes, sont assez frileuses, assez stressées par la polygamie, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont évolué dans des ménages polygames. Où la rivalité, on ne se fait pas de cadeaux. Et où les enfants sont les plus à payer les pots cassés parce que toute la pression repose sur ces enfants qui viennent d'abord des épouses parce que la réussite ou bien le mariage est évalué par rapport à la réussite de l'enfant. Et parfois, cette pression est tellement mal gérée par les femmes qu'elle aussi transfère ça chez les enfants. Qu'est-ce que tu entends chez un lutteur? Dama bëgg dimbali tekki dara sama yaay. Qu'est-ce que tu entends chez les migrants? Dama bëgg dem kaaw tekki dara sama yaay. Parce que les enfants dans les maisons, on a tendance à sous-estimer l'effet du mal-être des femmes sur la croissance des enfants et sur le bien-être des enfants. Tu vois, quand tu cries, quand il y a conflit, l'enfant il est traumatisé, il est replié sur lui. Parce que le couple, il faut qu'on tienne compte d'une chose très importante et à ne pas négliger. Dans un mariage, il y a l'épouse, il y a l'époux, il y a le couple. Et tout le monde doit contribuer à l'épanouissement du couple. C'est vrai. Et le couple, je dirais même la famille, tout le monde doit contribuer à l'épanouissement de la famille. Et la famille, la plupart, les plus vulnérables, c'est les enfants. Et parfois, quand une maman vient dire à son fils aîné, ou bien à sa fille même, tu vois, l'enfant de ta tante Diou. Le fait de comparer les enfants. La comparaison. Mom de teral na yaayam. Mais alors, donc le problème, c'est vous les femmes, c'est pas nous. Non, c'est la société. Il ne faut pas tourner même les hommes sont victimes de la polygamie. Ah oui. Si, même les hommes sont... Tout le monde, quand quelque chose touche aux membres de la société, tout le monde est concerné. C'est vrai. Personne n'est exclu. Quand la femme n'est pas bien, l'enfant n'est pas bien, la famille n'est pas bien. Quand l'homme n'est pas bien, l'épouse n'est pas bien, l'enfant n'est pas bien, personne n'est bien et la communauté n'est pas bien du tout. Donc c'est pourquoi la famille elle est une institution extrêmement importante à ne pas négliger dans les politiques publiques. Sam, tu m'as Excuse-moi, tu parlais de l'influence des femmes sur les enfants. Je vais dire de la société, parce que c'est une pression sociale que la société exerce sur la femme. Parce que les responsabilités culturellement sont beaucoup plus poussées chez la femme que chez l'homme. Par exemple, dans les rituels de mariage, c'est la femme qui est mise au milieu et qui reçoit les conseils. C'est pas l'homme. Moi, j'ai pas encore vu cette scène où on met l'homme. C'est la femme qui est mise. Malgré les discours des prêcheurs qui disent que la femme et l'homme doivent rester. Mais parfois, comme Serigne Babacar a dit, donc parfois c'est la culture qui domine, même la religion. Et quand cette pression sociale est exercée sur la femme pour lui dire que
la réussite de ton mariage est évaluée par rapport au devenir de tes enfants. Donc, naturellement, la femme exerce cette pression sur ses enfants. Et tu vois, un enfant qui n'arrive pas à développer un projet professionnel qui lui est propre, un projet professionnel qui est aligné à ce qu'il est réellement. Tu fais ça parce que tu veux sauver quelqu'un. Et c'est là où c'est intéressant pour les femmes aussi de pouvoir se définir en dehors du mariage. Parce que ce que, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on disait quand dans le mariage, même si quelqu'un veut t'épouser, parfois les premières considérations, c'est des considérations matérielles. Pourquoi c'est matériel? Parce que toi, tu n'es pas capable de te l'offrir, donc tu attends de l'homme pour qu'il te l'offre. Donc si la femme elle est éduquée, épanouie, elle ne va pas exercer cette pression sur cet enfant. Là, je vais expliquer tout l'effet les effets non vertueux de cette pression sur les enfants, sur la jeunesse et sur toute la communauté. Parce que là, sur toute la société, cette femme qui vient exercer cette pression à son fils, qui abandonne toutes ses activités pour aller emprunter la voie de l'immigration clandestine, qui, voilà, après on le perd. C'est toute la société qui le perd. Nous tous, il y a eu des moments où on avait des tentes, des partout. Tout le monde donc, c'est des choses que l'on minimise, mais qui sont très importantes. Qui sont très importantes parce que des conséquences très désastreuses. Une société qui perd ses jeunes, il n'y a pas plus dramatique que ça. Donc, c'est des aspects sur lesquels il faudra rééduquer les familles pour que, parce que c'est aux parents de prendre en charge les enfants. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Même cette pression de dire à l'enfant « Djangal le maçon, c'est Djang bi ». Non, tu offres... Vous êtes contre cette phrase-là? Je suis contre cette phrase. Parce que tu ne dois pas... En fait, quand tu éduques un enfant, mais tu rembourses une dette. Tu rembourses une dette parce que c'est quelque chose qui t'a permis d'être là pour pouvoir éduquer. Donc, c'est quelque chose qui doit suivre. L'essentiel, c'est de pouvoir éduquer l'enfant de manière à ce que si tu n'es plus là, qu'il puisse être capable de vivre et d'être autonome pour pouvoir être une personne qui va servir sa société. Je pense moi que c'est la plus grande réussite. Et même, on reste toujours en fait amis parce que les parents sont parfois, il n'y a pas en fait de problèmes familiaux, mais sont accaparés par le travail. Parce qu'on retrouve dans certaines maisons des parents qui ne sont pas tellement présents en fait pour leurs enfants. Et bien sûr, l'éducation est déléguée soit aux aides ménagères ou bien les enfants sont amenés au Dara. Est-ce qu'en fait cela n'est pas du tout je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur cette nouvelle génération quand même? Parce que à chaque fois maintenant, ou soit-même ils descendent tard. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter à 8h et revenir peut-être vers les coups de 22h, 23h. Donc ils n'ont même pas en fait cette vie-là avec leurs enfants. Tout à fait. Alors quel impact sur cette nouvelle génération? Oui, c'est tellement important ce que tu dis. La modernité parfois, il a ses bonnes choses et ses revers. L'éducation d'un enfant, c'était pas seulement une responsabilité qui était exclusive à la maman ou aux parents. Il y avait tout un staff, tout un staff derrière l'enfant, de la maison jusqu'à l'école ou au Dara. Ce que tu te permets en tant que parent sur l'enfant, le voisin peut se le permettre, l'enseignant peut se le permettre. Maintenant, avec cette tendance à nous individualiser, à perdre nos réflexes communautaires, font que on est les seuls à éduquer l'enfant et ça devient problématique parce que nous aussi, on est hyper débordés avec les obligations professionnelles qui ne te dédouanent pas, des obligations ménagères, surtout si tu es femme. Et parfois, ce stress-là peut impacter sur la qualité de l'éducation à transmettre à l'enfant. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que dans la vie, il faut savoir trouver des équilibres.
on ne vit pas seulement pour travailler. On vit pour travailler, mais aussi il y a la famille qui est très, très importante. Je sais que c'est très difficile, moi-même qui vous dis ça, c'est très difficile à trouver cet équilibre, mais c'est un impératif, sinon ça va se répercuter sur les enfants et on s'en rend compte un peu tardivement. Oui. Et parfois, je me le dis, hein, parce que quand tu es au bureau, tu ne permets pas à la famille de venir s'immiscer dans tes tâches quotidiennes et tout. Donc nous aussi, on doit nous éduquer de manière à ce que lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est dans les instances familiales, voilà, qu'il y ait cette déconnexion et on est là aussi pour la famille. Ça aussi, c'est un autre boulot. C'est très difficile en tout cas pour les C'est très difficile, mais oui, je commence par moi-même. Je sais que c'est très difficile, mais c'est un devoir de le faire. Et bon, c'est vrai qu'il y a les tendances maintenant de télétravail et tout, qui parfois permet d'être beaucoup plus flexible et de jeter un peu d'avoir un peu d'espace aussi et pour le boulot et pour le travail. Mais je sais qu'il y a cet équilibre à retrouver pour pouvoir vraiment, parce qu'on travaille aussi pour le bien-être de la famille, donc le travail ne doit pas être une source ou bien quelque chose qui va impacter négativement sur la qualité de l'éducation que nous, parents, nous devons à nos enfants. Effectivement, avant d'en venir aux questions des invités, il y a aussi un autre phénomène, Sam, c'est le phénomène des talibés. Auparavant, c'était un modèle. Donc, on amenait les enfants au Dara et tout pour qu'ils puissent bien sûr apprendre le Coran. Mais maintenant, on a vu quand même qu'il y a parfois de la violence, il y a des enfants qui sont maltraités. Est-ce qu'on peut concilier tradition et bien sûr protection de l'enfance? Est-ce que c'est possible actuellement de le faire au Sénégal? Oui, peut-être... Plutôt comment plutôt? Pas Oui. est-ce que, mais plutôt comment? Ouais. Je vais apporter un peu une nuance sur ce qu'on appelle les enfants talibés et les enfants de la rue. Oui. Parce qu'on a tendance à réduire les enfants de la rue à des enfants talibés. Les talibés ont un agenda. Moi, je fais partie d'une famille où le dara est important. Donc, surtout chez les garçons où c'est un parcours obligatoire pour les garçons. Donc, c'est un agenda bien organisé dans les daras, qui se disent daras. Donc, il y a un moment où l'enfant part chercher quelque chose. Ça, c'est pas de la lecture que j'ai faite de cette pratique-là, c'est pas un abandon ou bien une maltraitance. Ça fait partie du rituel d'éducation pour casser certaines habitudes comme l'ego, voilà, pour permettre aussi à l'enfant de pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, c'était ça les attentes derrière. Qu'il soit débrouillard. Voilà, en fait. qu'il soit débrouillard et qu'il puisse. C'est une façon de développer l'autonomie, mais aussi de casser l'ego et certaines fiertés chez l'enfant et aussi d'avoir de la bienveillance par rapport à des gens qui pourraient se retrouver dans des situations de manque ou les éprouver. Contrairement aux enfants de la rue où on voit de plus en plus un phénomène de professionnalisation de la mendicité et qui font que certains citoyens des pays voisins, voilà, il y a tout un réseau développé parce qu'on a l'habitude de dire que le Sénégalais, le don est une pratique culturelle associée à la personnalité sénégalaise. Les Sénégalais, ils donnent à toute occasion. Quand il est heureux, il donne. Quand il est malheureux, il donne. La teranga. Voilà, la teranga sénégalaise. Donc, même, il y avait un moment où l'État a fait des efforts, mais ça a suscité un tollé parce que ce n'était pas seulement lié à la maltraitance de l'enfant, mais il y avait toute une dimension spirituelle, superstitieuse derrière. Donc, cette mendicité, c'était pas seulement quelque chose qui concernait les enfants, mais concernait toute une société parce que, voilà, le don, le monde c'était avait de la signification pour cette société. Maintenant, il faut que
il ne faut pas que les enfants en payent les pots cassés. Oui. Parce que la rue devient de plus en plus dangereuse. À l'époque, il y avait les Ndeyu Dara Oui. qui surveillaient l'enfant. Tout le monde surveillait l'enfant. Chaque enfant, on connaissait de quel Dara il appartenait. Ce n'est plus le cas dans des contextes urbains où personne ne connaît personne et où il y a les dangers, la pédophilie est là, Oui. la drogue, elle est là, le banditisme, elle est là, le trafic des enfants, le trafic d'organes. Donc, il y a tous ces aspects qui font qu'il y a certaines pratiques qu'il faudra remettre en cause, réévaluer et aussi, surtout, considérer aussi le bien-être des enfants. C'est extrêmement important. Oui, effectivement, c'est très important. Alors, Awa, on parle de la société sénégalaise, mais on ne peut pas parler actuellement, en tout cas, de la société sénégalaise sans pour autant parler des réseaux sociaux. Comme on l'a présenté tout à l'heure, elle se mise réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, tes chers amis, les internautes? Et je rappelle chers amis. Oui, ils peuvent bien sûr continuer à nous envoyer leurs sûr. questions à travers le hashtag FitTips. Donc, n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer vos questions sur nos différentes plateformes, Instagram, donc voilà, les autres plateformes, YouTube, Facebook, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à nous écrire. Comme d'habitude, ils m'écrivent tout le temps, en fonction du sujet. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ils sont nombreux à poser des questions. On a parlé tout à l'heure de polygamie. Je m'y attendais, alors. J'espère que tu ne vas rien dire. Hein? Non. D'accord. Et la polygamie qui revient encore et encore. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question à savoir, plusieurs de nos internautes, qui posent à savoir que la polygamie est-ce que la polygamie peut être vue comme un frein à l'épanouissement de la famille autour du couple et des enfants? On en a parlé tout à l'heure, je pense. Alors, bon, d'après Madame Cissé, je pense que ce n'est pas du tout un frein. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. Ça ne doit pas du tout être un frein en fait dans une société. Il faut juste savoir comment gérer cela au mieux parce que aussi nos parents vivaient dans des grandes maisons où il y avait bien sûr la première femme, la deuxième femme et même parfois 4 femmes. Donc pour moi, c'est juste en fait une question de gestion et pour moi, cela ne devrait pas du tout impacter au niveau de l'épanouissement en fait familial. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est Tenning qui répond aux questions. Non, même pas, mais ça, en tout cas, ça c'est mon avis moi personnel. Tu as bien répondu, tu as bien défendu. Non, ça c'était pas pour... Bon, c'est pourquoi je disais que c'est important parce qu'en tant que chercheur sociologue, on ne s'aventure pas parfois à donner des tendances ou à analyser quelque chose qui n'a pas été étudié, qui n'a pas été mesuré. La polygamie, c'est une aussi des pratiques qui répondent à des besoins parfois existentiels de l'homme et de la femme, mais aussi avait une fonction sociale et culturelle. Mais dans quel contexte ils jouaient ces rôles-là? Est-ce que ce contexte est le même actuellement où on vit parfois, bien que la configuration des maisons pose problème sur la question de la polygamie. À l'époque, c'était pas des maisons, c'était des concessions. Oui. À l'intérieur de ces concessions, il y avait plusieurs lignes d'autorité. C'était pas seulement l'époux, il y avait les parents, il y avait l'oncle, il y avait les badiens, il y avait les imams, il y avait l'imam du quartier, il y avait. Donc, chacun avait son rôle à jouer pour trouver l'équilibre et essayer aussi d'amortir les tensions et les rivalités entre les femmes. Même s'il y avait du mal, ça ne faisait pas tellement écho, ce qui n'est pas évident actuellement. Donc, on ne peut pas avoir une appréciation uniforme de la polygamie parce que c'est lié à plusieurs considérations qui ne sont pas très bien maîtrisées pour pouvoir dire que ça fait du bien à la femme, à la famille et voilà, aux enfants parfois. Deuxième question. On va rester sur la polygamie. Ils sont très intéressés par la polygamie. Il y en a qui ont vécu dans des familles polygames et il y en a peut-être qui n'ont pas connu la polygamie. Alors celui-là, il demande quel impact la polygamie peut avoir sur la structure sociale, sur la structure familiale et les relations sociales au Sénégal. Peut-être lui, il ne sait pas trop, peut-être il a grandi dans une famille monogame.
Oui, ouais, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a les besoins existentiels que le régime polygamie permet de prendre en charge. Il y a aussi les fonctions sociales et culturelles. Mais tant que ça permet de gérer l'équilibre familial, parce qu'il on ne va pas se leurrer la face, on ne va pas aussi vouloir satisfaire Mohamed tellement que on va passer en silence les violences aussi à l'origine de la polygamie et dont les femmes parfois sont victimes, les enfants mais parfois même les hommes. Parce que si dans la polygamie on oublie l'intérêt et la dimension mariage, ça pose problème. Le mariage, il est là aussi. C'est une institution qui marque un processus constructif de la famille. Donc, la polygamie aussi doit répondre à ce besoin de protection et de refuge de la famille. Et parfois, il y a des manières de le faire dans certains ménages polygames où parfois on prend la première femme comme la maman. Donc, et quand il y a des enfants, il y a des transactions qui se font. Donc, la deuxième, elle prend en charge les enfants de la première. La première prend en charge les enfants de la deuxième. Et si par malheur, la première décède, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de... Voilà, il y a toujours un dispositif qui est là, qui prend en charge les familles. Et vice-versa, si l'une des épouses aussi n'est pas disponible, parce qu'il y a... Elle a un enfant ou bien elle est allée rendre visite à ses parents. Il y a toujours un dispositif qui est là, qui gère la famille. Mais maintenant, bon, il y a des mutations qui affectent ce régime de polygamie et qu'on voit de plus en plus versé dans des violences. Parfois, tu vois, moi je vois dans les mariages, les femmes qui sont deuxièmes utiliser ce signe-là comme ça. Comme ça. Je vois d'autres femmes qui utilisent d'autres signes comme ça. Tu vois, déjà, toi, tu n'es pas encore venu, on ne t'a pas encore accueilli dans la famille. Cette idéologie-là. Tu as ces réflexes de violence. Donc, et dans la famille, les personnes qui vont accueillir aussi vont être sur la défensive. Donc, bonjour les germes de la violence, alors qu'on n'a même pas encore démarré la vie ensemble. Donc, et l'homme aussi qui devrait jouer un rôle assez important dans cet équilibre aussi, parfois, peut-être il a les moyens matériels, mais n'a pas cette maturité psychologique qui puisse lui permettre de gérer une famille, une famille polygamie. Et les rivalités que cela entraîne, les questions de maraboutage, et tout ça entraîne un stress qui font que voilà, la santé mentale des épouses, de l'homme, des enfants, tout est affecté. Donc il y a des bienfaits, comme voilà, il y a des choses très négatives de la polygamie qu'il faudra assumer aussi. Il n'est pas polygame qui veut. Il y a une dernière Jeff, personne. tu as entendu? Mais merci beaucoup pour la réponse. Alors, cette personne, elle a posé 3 questions. Je pense qu'elle veut savoir celle-là. Alors, elle demande la personne quels sont les principaux problèmes qui conduisent à la divergence et aux conflits familiaux. Donc, je crois qu'on en a parlé déjà, donc pas besoin de revenir. Elle demande aussi quelles sont les mesures à prendre pour une stabilité familiale. Peut-être qu'elle a vécu des choses que l'on ignore. Et sa toute dernière question, moi, qui me fait rire, elle dit, si papa trompe maman, c'est que maman vieillit. Et que dirait-on si c'était le contraire? Ça, c'est la dernière question. Ça, elle est très, je sais pas comment. Assez compliqué quand même. Pas compliqué, mais c'est une question quand même. C'est une question et ça a son sens. Comme je dis, peut-être que c'est une personne qui a vécu qui a peut-être certainement vécu ça. Ah, mais la dernière question, elle est légitime. Le mariage, c'est pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est pas parce que votre épouse, si on reste dans ce principe, c'est pas parce que votre épouse
vieillit que vous allez aller chercher ailleurs. Tout comme aussi pour la femme, c'est pas parce que votre homme vient, parce que le mariage, c'est un engagement, c'est un projet que vous vous êtes promis de construire ensemble, de voir grandir ce projet. Donc, il y a aussi la dimension morale qui fait que aussi, voilà, on ne peut pas se rétracter quand les choses ne vont pas bien. Voilà. Et juste en fait, depuis tout à l'heure... Et l'autre question aussi, comment dire, la stabilité. La stabilité. Quelles sont les mesures à prendre pour une stabilité familiale? Peut-être qu'il a envie de ça. Il y a plusieurs mesures à prendre et chacun doit s'y mettre le sien parce que le mariage, il y a des choses, c'est comme un projet. Hein. Tu fais l'analyse des choses qui font marcher ton mariage, comme ton projet, et des choses qui ne font pas marcher ton mariage. Et pour ça aussi, il faut qu'il y ait une écoute active de la part de l'homme et de la femme, et de ne pas être seulement des, comme on dit, des radios, des récepteurs. Parce que si quelqu'un parle et que l'autre n'écoute pas, ça ne marche pas. Et que si c'est un projet qu'on veut construire ensemble, le point de vue de chacun est important, y compris même les enfants. À chaque fois, en fait, depuis le début, on entend souvent la femme revenir. La femme, à chaque fois qui revient ensemble, ce qui veut dire vraiment que la femme a une place très importante au sein d'une société et bien sûr particulièrement de la société sénégalaise. Oui, c'est l'âme de la société, la femme. Il y a un très grand penseur arabe qui disait que si vous voulez construire une société, il faut construire la femme, en y mettant tout ce qu'il y a comme valeur et tout ça, valeur de bonté, de droiture et tout ça. Si la femme est mal éduquée, c'est que la société sera aussi comme telle. Donc ça veut dire qu'elle est l'élément central et c'est l'âme même de la société. Je pense qu'elle a bien eu raison de rappeler aujourd'hui le fait que cette femme, donc, qui est aujourd'hui au centre même de la société, a souvent joué des rôles dans le cercle familial parce qu'il faut aussi le reconnaître. Nous, souvent, les hommes, c'est le mal que nous avons. On est trop concentrés sur les besoins familiaux à satisfaire, à chercher de l'argent et tout ça. Mais ce qui fait vraiment la famille, ce qui fonde la famille, ce qui fait la société, c'est la femme. Donc, si elle est vraiment bien éduquée et qu'elle est imbue de bonnes valeurs, la société sera ainsi. Il n'y a pas de secret à ce niveau. Et toujours pour parler aussi des réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des bienfaits, mais aussi les réseaux sociaux isolent. Et on a tendance à voir que maintenant, même lorsqu'il y a les parents, il y a l'enfant qui a son téléphone, le papa qui a sa tablette, la femme qui regarde peut-être, je ne sais pas, quelque chose à travers la télévision, le Smart TV. Quelle est la réelle influence en fait sur la vie de la famille, la cohésion en fait d'une famille, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est comme le riz, comme le sucre. Si vous ne savez pas, voilà, vous ne faites pas l'abus. Voilà, si vous abusez, ça peut avoir des effets néfastes. Oui, tu as parfainement raison, Tening, sur cet aspect-là. Moi, j'ai l'habitude parfois de dire que si vous n'arrêtez pas les smartphones, tous ces outils technologiques-là à laisser à la portée des enfants de manière vraiment non ordonnée, vous risquez d'avoir des reboots dans vos familles. Parce que c'est des outils qui reboutisent les enfants. C'est ce que j'ai observé. Et tu vois l'enfant perdre la sociabilité, perdre les compétences du vivre ensemble. Tu vois, un enfant qui est sur son téléphone, quand on est invité, vient saluer, à peine il répond. Ah oui. Et parfois, même quand il l'intime de répondre, il le fait de manière rapide. C'est comme s'il n'avait plus envie que cet invité reste là. Donc, ça commence à... tu te rends compte qu'il perd ses valeurs sociales, cette sociabilité, ce vivre ensemble. Et
Ça, c'est tellement important parce que si on n'a pas ces compétences, on va perdre nos réflexes de tolérance qui font que dans les maisons, il y a beaucoup de violence. De plus en plus dans les faits divers, tu entends, la dernière fois même, j'ai entendu une jumelle poignarder sa sœur jumelle. Pour 1500, je ne sais plus. Oui. Tu vois, dans des familles. Oui. Alors qu'à l'époque, c'était un seul téléviseur dans l'espace familial, tout le monde restait là. Il y a le film, le théâtre, après les gens débattent sur ça. Donc il y a toute cette... c'était des outils, non, c'était des outils, mais qui permettaient d'entretenir ce lien familial. Contrairement au smart où chacun en a et chacun s'isole dans sa chambre, dans son truc, c'est vraiment malheureux. Et ça, c'est notre responsabilité à nous aussi de pouvoir accompagner les enfants. Il y a certains âges, vraiment, l'enfant n'a pas besoin de ça. Oui. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est moderne qu'on a les moyens, mais ça ne sert pas du tout à l'enfant. Il y a les livres, même dans les smart, tu peux partager cet outil avec l'enfant en partageant des moments de loisirs ensemble. Comme on a l'habitude de dire, allier l'utile à l'agréable. C'est vrai, on ne peut pas se départir des réseaux, mais qu'on domestique ces moyens-là de manière à ce qu'on ne perde pas ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est sûr. Une petite question par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'il y a peut-être un basculement qu'on a senti en traversant aujourd'hui les valeurs traditionnelles vers maintenant d'autres valeurs qui sont aujourd'hui forcées, qui nous sont imposées même, je vais dire, par le choc exogène qu'il y a de culture qui nous viennent d'ailleurs et que nous sommes parfois même obligés d'épouser. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que par exemple moi en tant que personne vivant dans la société, est-ce que je dois, ici pour le cas du Sénégal, est-ce que je dois me mettre dans cette logique de dire comme tout le monde que jamono dafa yàqu, ou bien est-ce que il faut se préparer à rectifier le tir parce que dans toute chose il y a peut-être des solutions. Quelle doit être aujourd'hui la vraie posture s'il faut maintenant faire face à ces mécanismes-là? Bon, moi je ne vais pas m'inscrire dans une perspective de dualité entre les valeurs traditionnelles et les valeurs modernes. Parce qu'on ne peut pas dire jusqu'à quand il y a eu les valeurs traditionnelles. Est-ce que c'était les valeurs d'hier et tout? Et qu'est-ce qui fait que nos valeurs d'aujourd'hui ne sont plus des valeurs traditionnelles? Moi, je pense que c'est des valeurs sociales qui mutent, qui évoluent, qui parfois, même chez les gens qui ont inventé ces outils même, mais trouvent des moyens de réguler ça. Oui. Trouve des moyens de réguler ça. Dans certains espaces, tu n'as pas accès à ton téléphone, même en tant qu'adulte. Pourquoi pas chez l'enfant? Ça interpelle notre sens de responsabilité aussi pour l'enfant. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas se supplanter à nous. On peut l'intégrer dans notre dispositif, mais de manière très responsable avec des points. Voilà, l'État aussi doit accompagner dans ça, comme dans certains pays où les Facebook sont imprimés par rapport aux valeurs sociales en vigueur. Voilà, les TikTok dans certains espaces, c'est éliminé. Oui. Et en Chine, c'est bien encadré. En Chine, effectivement. En Chine, c'est encadré. Aux États-Unis récemment, on a dit qu'on allait éliminer. Je ne sais pas si ce projet a abouti. Mais je pense que parfois, il y a des moments où ce n'est pas seulement aussi de la responsabilité familiale, parce que les familles aussi, il faut qu'on les aide. Je peux refuser à mon enfant l'utilisation de téléphone. Aller à l'école, il peut avoir accès à ce téléphone-là. Aller ailleurs, il peut avoir accès à ce téléphone-là. Donc, à un moment donné, nous aussi, on a nos limites. Et parfois aussi, il y a d'autres, je pense, ressorts d'autres instances qui aussi doivent venir en aide aux parents. Comme je dis, l'éducation des enfants, certes les parents sont les premiers responsables, puis il y a tout un dispositif interne et aussi externe qui doit accompagner nos enfants. Et juste la dernière question maintenant, d'après vous, comment préserver notre bien-être, notre santé mentale et bien sûr nos valeurs familiales? Comment préserver cela actuellement? Bon, je n'ose pas donner des réponses parce que je ne suis pas psychologue. Je vais donner mon avis en tant que Ndeye Fatou Cissé. Je pense que la vie, c'est un peu de tout. On ne peut pas
C'est vrai il y a l'illusion du temps qui fait on a la frustration qu'on a beaucoup de temps, mais on n'arrive pas à s'accomplir. Parce qu'on pense que, oui, on trouve le plaisir à travailler tout le temps. Alors après, on se rend compte que non, c'est pas seulement le travail. Bon, je vais laisser le travail, je vais m'occuper de la famille. Après, on s'ennuie. Donc, pour moi, c'est trouver un juste milieu, trouver l'équilibre. Créer des routines, aussi bien dans l'espace professionnel, dans l'espace familial, créer des loisirs qui nous permettent de nous aligner avec nous-mêmes et aussi par rapport aux besoins aussi de la famille. Donc, je pense que c'est la réponse que je peux te donner. Voilà, c'est un avis personnel parce que je ne pourrais pas prétendre te donner... C'est intéressant parce qu'il y a un sociologue qui partage la même réflexion que vous. C'est un Français, il était même ministre en France, Pierre Lefebvre. Dans son livre La frénésie du bonheur, c'est ce qu'il explique clairement. C'est qu'à chaque fois, nous, on cherche ce qui nous rend heureux de manière irréfléchie, quoi. C'est-à-dire, tantôt c'est la belle voiture, demain il me faut un très bon immeuble, après et ainsi de suite, quoi. C'est comme une frénésie, exactement comme il le définit, quoi. Oui, comme on dit, l'ambition déplaît quand elle est assouvie. À chaque fois, le bonheur, comme on dit, c'est comme l'horizon. À chaque fois qu'on s'approche, on pense pouvoir le toucher, mais ça ne vient jamais. Donc, il y a une nécessité de repenser même ce qu'on appelle bonheur. Est-ce que si c'est lié à la satisfaction matérielle ou spirituelle, voilà, ou autre considération. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que la famille est le cœur de notre société et qu'à chaque fois, bien sûr, il faut en fait la réinventer. Madame Cissé, merci. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci pour ces précieux conseils et bien sûr, l'exactitude, on peut dire, de ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle le maîtrise vraiment. Merci beaucoup. Merci, Céline. C'était un échange. Moi aussi, j'apprends de vos réflexions parce que vos questions qui nous permettent aussi de pouvoir peut-être apporter des réponses pertinentes. Je suis honorée de pouvoir participer à cet espace de réflexion et merci pour l'invitation. Merci. Awa, Miss Réseaux sociaux, merci à toi aussi. Je t'en prie, merci à toi aussi pour cette présentation. Comme d'habitude, tu gères très bien. Alors, merci à nos chers internautes aussi et également merci à Sambe qui vient toujours à notre secours. C'est très aimable et j'espère que aussi ce ne sera pas la dernière fois. Vous êtes terrible en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste parler d'une dernière chose concernant la jeunesse, les réseaux sociaux et tout. Alors, je veux bien être votre avocate, mais je ne vais pas vous défendre pour autant. Les réseaux sociaux, les smartphones, ils détruisent plus qu'ils construisent. Alors, faites très attention à l'utilisation de ces smartphones. D'après tout ce que je vois sur Internet, les meurtres, les assassinats, tout pratiquement, ça passe sur les réseaux sociaux. Les pédophilies, les jeunes qui se font assassiner juste parce qu'ils ont rencontré des gens sur les réseaux sociaux. Donc, l'utilisation de cet appareil avec modération, c'est très, très nécessaire. Et pour les jeunes à la maison aussi, vraiment, je sollicite les parents de créer des activités, comme vous l'avez dit, des loisirs pour pouvoir rassembler la famille. C'est mieux que laisser les enfants avec les tablettes, même s'ils en pleurent, ne laissez pas vos enfants avec les tablettes, les téléphones. Je pense que c'est pas intéressant du tout et ils gâchent plus ce qu'ils construisent. Donc c'était ce que je tenais à dire et merci. C'était la plaidoirie de Awa. J'attends d'ici merci beaucoup. D'ici 5 ans. Et de revenir encore lui poser à elle la même question et voir ce qui sera vraiment sa réponse. On attend de voir en tout cas. Je ferai de mon mieux en tout cas. Comment est-ce qu'elle va faire maintenant pour vraiment affronter la réalité? Je ferai de mon mieux. Très bien. Merci en tout cas. Sam, merci à toi aussi. Merci à toi. C'était un plaisir de partager à nouveau ce plateau. Que, voilà, je partage ce plateau avec des Fatou, comme elle a dit, c'est une conseillère, une personne en tout cas qui m'impressionne beaucoup de par sa gentillesse, sa disponibilité et surtout c'est une philosophe en ce sens où c'est vraiment une amoureuse de la sagesse. Donc c'est toujours un plaisir de partager des cadres de réflexion comme elle a dit, avec des gens comme elle, avec vous aussi et c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup en tout cas. Et alors vous, nos chers internautes, comment vous prenez soin de votre bien-être familial? N'hésitez pas à réagir en commentaire, toujours avec le hashtag FitTips. Merci de nous avoir suivis. C'était, comme je l'ai dit à chaque fois, votre émission matinale du week-end. Nous vous laissons avec Coach Jeff qui va lui aussi, comme à chaque fois, vous accompagner pour un réveil matinal avec une bonne dose sportive. C'était FitTips. Merci de nous avoir regardés. À la réalisation, c'était Lanceini. J'ai même vu Maimouna aussi assister Lanceini, ce qui veut dire que c'est c'était bien, c'était top aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine. Avoir une bonne posture lors de l'exercice du gainage est plus important que l'exercice en lui-même. Cette posture, cette correction posturale va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats et avoir moins de tension sur les muscles dont on n'a pas besoin. Aussi, avoir une très bonne posture quand on fait un exercice surtout tel que le gainage va renforcer au niveau de la ceinture abdominale mais aussi lombaire. N'oubliez pas que la ceinture abdominale, c'est elle qui soutient votre colonne vertébrale et votre bassin. Aujourd'hui, nous allons en parler. Bonjour et bienvenue sur FitTips. Je suis le coach Jeff et aujourd'hui, nous allons faire une séance axée sur la correction posturale pour le gainage. Généralement pendant l'exercice de gainage, on a tendance à se concentrer sur l'exercice en lui-même, le nombre de temps qu'on va faire dessus et les différentes variantes. Le plus important dans ce type d'exercice, c'est la posture. Peu importe le temps que vous mettrez dans cette position gainage, si la posture n'est pas bonne, vous endommagez les articulations et vous faites aucune tension sur le muscle sollicité. Au contraire, vous allez recruter d'autres muscles dont vous n'avez pas besoin, notamment les épaules et les lombaires. Alors que le but, c'est de vraiment centraliser l'effort sur la ceinture abdominale. Quand j'ai la ceinture abdominale, je vais parler des muscles des lombaires qui partent du dos, les transverses qui reviennent à l'intérieur, là on est sur les muscles profonds, les transverses qui partent de l'intérieur et qui reviennent faire une ceinture juste ici, sans oublier les grands droits et les obliques. Par contre, une mauvaise posture, vous allez avoir des tensions au niveau de l'épaule, du coude et même du bassin. Donc, restez avec nous et on va corriger tout ça ensemble. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons faire la correction posturale pour vous. On va corriger cette position pour vous permettre d'optimiser votre séance et d'avoir de meilleurs résultats. Avoir une position sécuritaire est hyper important dans tous les exercices de sport que vous allez faire, que ce soit en musculation, en gainage statique ou dynamique. Donc, avant de faire des variantes trop compliquées, il faut d'abord s'assurer d'avoir la bonne position. Nous allons corriger ça. On va commencer par le gainage classique sur les coudes et sur les avant-bras. Mais on va démarrer avec le gainage classique. Pour une bonne position, la position sécuritaire du gainage, on va commencer sur les coudes. C'est d'avoir le coude aligné à son épaule. À l'extérieur, on va mettre une forte tension au niveau du grand dorsal et du deltoïde antérieur. Donc du coup, l'avant de l'épaule. Donc là, assurez-vous premièrement que le coude soit aligné à votre épaule. Pour plus d'équilibre, on peut poser la paume de main vers le sol, comme ceci. Jambes tendues. On lève les jambes. On peut même commencer par lever d'abord une jambe, de tendre une jambe, ensuite venir tendre l'autre jambe. Vous voyez ce que je fais? Ici, je n'ai pas le bassin vers le haut car ici, je mets déjà une forte tension sur mes épaules. Je vais descendre, aligner le bassin, faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, c'est-à-dire là, hop, je descends. Au lieu d'avoir les fesses vers le haut, je vais les ramener le plus bas possible. Ce qui se passe généralement dans cette position, c'est quoi? Si on ne fait pas cette rétroversion du bassin, c'est-à-dire ramener le bassin vers le bas, le ventre, la partie du ventre va essayer de lutter contre la gravité et il va y avoir cette cambrure qui est généralement désagréable pour les lombaires. Donc, s'il n'y a pas cette rétroversion du bassin, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve cambré et on a le poids de notre ventre qui nous tire vers le bas et on se retrouve dans cette position qui n'est pas bonne du tout. Donc là, le dos bien aligné, rétroversion du bassin, on aspire le nombril, on aspire bien le nombril et on s'assure que au niveau de la position de la tête, que notre tête soit alignée avec notre colonne vertébrale. Ok, donc pas trop haut ni trop bas. Il faut que la colonne vertébrale soit alignée de telle sorte que si on y met un bâton, que le bâton puisse tenir droit sans avoir une forme. Alors que là,
c'est de tenir le bâton le plus droit possible. Imaginez juste un bâton posé de votre tête jusqu'au lombaire, à la limite jusqu'au coccyx. Donc je me remets dans la position, coude aligné aux épaules. Ici, rétroversion du bassin, on fait rentrer le ventre, on a le dos légèrement rond, vous voyez là, comme ceci, et la tête, on essaie de l'aligner à notre colonne vertébrale. Maintenant, ce que beaucoup de gens font, l'erreur qu'ils commettent, c'est d'avancer, d'aller sur les orteils. Ici, je ne suis plus sur mes abdominaux, mais au contraire, j'ai mis tout mon poids en avant. Donc du coup, c'est mes épaules qui subissent tout. Je mets trop de tension sur les épaules, je mets trop de tension sur les coudes. Il ne se passe absolument plus rien au niveau de la ceinture abdominale. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, toujours dans la même position, ici je répète, coude aligné, rétroversion du bassin, on aspire le nombril, d'aller vers l'avant, c'est plutôt d'aller en arrière. Ici, j'ai une tension maximale sur les abdominaux. Nulle part ailleurs que sur les abdominaux. Je vous dis, je ne sens absolument plus rien sur les coudes ni sur les épaules. Et pour vous dire, je fais à peu près 90-92 kg. Le fait d'avoir juste tiré sur les talons a allégé le poids sur les épaules et accentué le travail au niveau de ma ceinture abdominale. Maintenant, la deuxième posture, c'est bras tendus. Bras tendus, pour commencer, on va se mettre à quatre pattes. Position quadriplégique. Ici, poignet, coude, épaule dans le même alignement. Je ne sais pas si ici on arrive à voir. Poignet, coude et épaule dans le même alignement. Position sécuritaire, je vais commencer par tendre une première jambe comme ceci. Là. Je tends la deuxième. Pareil, le même principe que tout à l'heure. Rétroversion du bassin. Au lieu de cambrer comme ceci, je fais une rétroversion du bassin. J'essaie d'aligner ma tête avec mes cervicales et je pousse sur les talons. Comme voilà la bonne position ici et non d'être en avant. Dans cette position, plus de tension aucune sur les abdominaux, mais plutôt sur les coudes et les poignets. Et si on a les poignets fragiles, forcément, on va avoir des douleurs et on va tenir le moins longtemps possible. Le but est de ne pas de tenir longtemps, mais de bien faire l'exercice. L'exercice que vous allez cibler, c'est les transverses, les grands droits, les lombaires et les obliques. Il faut savoir que ces muscles sont hyper importants parce que c'est eux qui permettent de tenir, de maintenir votre colonne vertébrale buste, votre colonne vertébrale droite et de renforcer le bassin. Donc une mauvaise posture peut accentuer ces douleurs-là. C'est pour ceux qui ont des problèmes lombaires, des problèmes de sciatique, etc., même de tendinite, c'est hyper important d'avoir la bonne posture. Je remontre. Bras tendus, on l'a déjà fait sur les coudes, mais on va la faire bras tendus. Je reprends. Poignet, coude, épaule dans le même alignement. Vous voyez que ça fait une ligne droite. Je ne suis pas trop en avant ni trop en arrière. Ok? Sur le même alignement. Je tends une jambe, je la mets bien en position pour un bon équilibre et la deuxième jambe, comme ceci. Rétroversion du bassin, j'aspire mon nombril, je verrouille bien mes cervicales et je reste là, je pousse sur les talons, comme ceci. Et là maintenant, je peux lancer mon chrono avant d'aller penser à faire des variantes, des trucs, cep sur le côté, etc. Il faut s'assurer d'avoir la bonne position. Aussi, maintenant là, on va passer à l'autre caméra, celle qui est derrière, parce que je veux que vous puissiez voir le positionnement de mes jambes. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que je dois avoir les jambes serrées ou les jambes écartées? C'est une question qui revient souvent. Le positionnement des jambes, parce que les bras, on sait qu'on doit les aligner, on doit les mettre dans la largeur des épaules pour éviter d'avoir trop de tension. Mais les jambes, dans quel alignement on le met? Je vais un peu répondre à cette question-là. Je me remets dans la bonne position, comme ceci. Là, certaines personnes préfèrent les avoir alignés comme moi, c'est-à-dire mains et pieds alignés pour un meilleur équilibre. Et d'autres préfèrent comme ceci. Mais sauf que là, dans cette position, vous allez avoir plus de tension abdominale
parce que là, vous formez comme une espèce de triangle. Au lieu de repartir le poids sur 4 secteurs, vous allez avoir le poids réparti sur 3. Okay? Les deux mains et les deux pieds joints, ce qui met beaucoup plus de tension au niveau des abdominaux. Pourquoi? Parce que vous perdez un petit peu cet équilibre qui vous permet de rester droit. Donc du coup, ici, ce déséquilibre va vous forcer à contracter les abdos pour ne pas tomber, que ce soit en avant ou sur le côté. Donc c'est intéressant d'avoir les deux positionnements, que ce soit largeur des épaules, donc alignement bras-pieds, ou alors les pieds resserrés pour plus de tension. Maintenant, on va passer au gainage latéral. Le gainage latéral qui est aussi un exercice assez intéressant, on l'a vu dans la précédente vidéo, pour travailler les obliques. La position est exactement la même. On va se mettre sur le côté comme ceci. Mon coude, là, le coude, pas trop vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Ok? Toujours dans l'alignement de mon épaule. Épaule, coude, angle droit avec mon avant-bras. Plus de stabilité au sol, ce que je fais, c'est de retourner la paume de main pour avoir plus de stabilité. Alors, si on n'en a pas besoin, on va fermer le poing et rester là. Jambes tendues, pareil. Vous voyez ce qui se passe ici, épaules, hanches, pieds sur le même alignement. On joint les deux jambes comme ceci et on décolle l'ensemble du bassin et de la cuisse. On décolle du sol. Là, pareil, cervical aligné avec la colonne. Donc, pas la tête vers le bas ni vers le haut. Aligné avec les cervicales. L'inconvénient de cette posture, c'est au niveau du genou. Si on a des douleurs au niveau du genou, il ne vaut mieux pas coller ces deux pieds, mais au contraire, ouvrir, ça va déjà vous apporter plus de stabilité d'être comme ceci. Et du coup, on va se focaliser sur la jambe en dessous, qu'elle soit alignée avec le corps. Maintenant, pour un meilleur alignement, j'ai tendance, moi, à venir relever mon coude comme ceci. Ça me permet d'avoir un parfait alignement ou alors comme d'autres, lever au-dessus de la tête. Ça, c'est les conseils. C'est le conseil pratique pour une meilleure position. Comme je l'ai dit en début d'émission, la position que vous adoptez pour un exercice, que ce soit le squat, le gainage et même en musculation, le développer, coucher votre posture est même plus importante que l'exercice que vous faites. Parce que si on a la mauvaise posture, on va se blesser ou alors si on est déjà blessé, on va accentuer la blessure, ce qui ne serait pas intéressant du tout pour les résultats qu'on souhaite avoir. Nous avons vu le gainage de face, on est au gainage latéral, je reprends au cas où vous n'avez pas bien compris, ou même si vous avez bien compris, je reprends quand même. Ici, coude, on pense d'abord à aligner son coude, son épaule, son avant-bras. Coude, épaule alignée. Jambes en dessous, tendues dans l'alignement de mon corps, comme ceci. Vous voyez que là, dans cette position, je suis déjà bien aligné. Si on a une bonne stabilité, on n'a pas besoin de croiser. On se contente juste de là et de lever comme ceci. Ok? La tête toujours dans l'alignement de mon corps. Ok? Ici, dans l'alignement de mon corps. Si on a un problème de stabilité, on ouvre la jambe. Et là, je vais ouvrir, je vais lever mon bras. Parce que si j'ouvre et que je fais ça, j'ai tendance à aller vers l'avant, vous l'avez remarqué. Donc du coup, pour redresser mon buste, je vais lever mon coude en posant sur mes pectoraux, comme ceci. Et à partir de là, vous pouvez lancer votre chrono. Chrono, commencez doucement, des séries de 15 secondes, 30 secondes. N'allez pas chercher très loin parce que plus vous allez chercher loin, plus vous allez fatiguer votre muscle. Et si vous commencez à fatiguer le muscle, il faut commencer à faire un petit peu, amener des déchets dans votre posture, du coup, amener des déchets dans la technique d'exécution de l'exercice. Voilà ce qui se passe quand on va pousser alors que le muscle il est déjà fatigué. On est là, on commence à être fatigué, on est comme ceci, on est fatigué, on va faire ça. Du coup, on n'est plus 100% sur les obliques, on va être comme ça, on va être là, on va faire un peu tout et n'importe quoi. Alors que là, prendre 15 secondes, 10 secondes
dans la bonne posture, là, je vous garantis, les résultats, vous allez les sentir mieux que si vous faites 1 heure dans cette position-là. Privilégiez toujours l'exécution du mouvement et non le temps que vous mettez sur l'exercice. On passe à notre gainage. Un exercice comme à peu près le hip thrust en iso pour travailler aussi les lombaires, les fessiers et les ischios. Pareil ici, dans cette position-là. Ce que beaucoup de gens font, c'est d'avoir les pieds un peu trop loin. Donc, ils lèvent comme ceci. Il n'y a pas de forte tension au niveau fessier ni au niveau ischio. C'est de ramener les talons le plus près possible des fessiers. Les mains, les bras le long du corps et les mains bien à plat au sol. Toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On lève là et on aspire son nombril. Ok. Si vous relâchez le ventre, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve en position cambrure. Alors qu'ici, dans cette position-là, je vais aspirer mon nombril. Ici, imaginez juste une barre qui traverse votre corps de la tête jusqu'au tronc et qui va passer, admettons, disons, entre les jambes. Comme ceci, on aspire bien le nombril, on monte et on aspire. Les omoplates bien plaquées contre le sol, le nombril bien rentré. Et à partir d'ici, vous êtes dans la position sécuritaire pour vos exercices. On redescend tout doucement comme ceci. OK? Et là, on repart, on monte. Au fur et à mesure qu'on monte, on commence à aspirer son nombril. On rentre le ventre, on aspire le nombril. Là, une fois qu'on arrive à son maximum, on verrouille. Vous mettez votre chrono à partir d'ici, bien verrouillé, là, et on redescend. Vous voyez, quand je redescends tout doucement pour ne pas me blesser au niveau des lombaires. Il ne faut jamais faire ça parce que vous êtes fatigué, jamais. Un mouvement trop brusque sur des muscles aussi petits, aussi fragiles que les lombaires, ça peut être beaucoup plus dangereux que l'exercice que vous allez exécuter. Donc, toujours revenir toujours en souplesse. Quelque chose que j'ai oublié de vous signaler quand vous faites le gainage ventral, c'est comment revenir en sécurité. Donc, du coup, on revient sur cet exercice. Tout à l'heure, je vous ai montré les deux mains alignées comme ceci. Alignées, coude, épaule, main, jambes tendues, rétroversion du bassin. On pose sur les talons. Une fois qu'on a terminé l'exercice, l'erreur à ne jamais commettre, c'est ça. Ne faites jamais ça quand vous avez terminé votre exercice. Si vous mettez un chrono de 30 secondes au moment où vous avez fini, ici, ne faites pas ça ou alors directement vous couchez. Position sécuritaire, vu qu'on a mis les muscles des lombaires, de tout l'ensemble du corps, à peu près 80% des muscles du corps sous tension. Ici, ce qu'on fait quand le chrono il s'arrête, c'est de poser une jambe, poser la deuxième et de revenir tout doucement en position assise comme ceci, sur les genoux. Là, c'est la position sécuritaire. Vous allez en souplesse désactiver les lombaires, désactiver les abdos, désactiver l'appui que vous avez sur le poignet, sur le coude et sur l'épaule. Je reprends. Pareil que sur les coudes aussi, je vais vous montrer. Ici, nous sommes là. Ça fait 3, 2, 1. Fin du chrono, je pose un genou. Déjà ici, j'ai plus de tension de ce côté. Plus aucune tension. 2, plus de tension au niveau des lombaires. Un tout petit peu au niveau des bras parce que j'ai le poids qui a basculé en avant puisque j'ai plus d'appui en arrière. Et là, je reviens tout doucement pour désactiver la tension au niveau des épaules et au niveau des coudes. Pareil que quand on est sur les avant-bras, sur l'exercice de gainage. Ici, dans cette position-là, quand j'ai terminé ma session, erreur à ne pas faire, c'est ça. OK? Pic au niveau des lombaires. Geste brusque au niveau de l'articulation du coude et de l'épaule. Donc, ça peut provoquer des blessures. Ce qu'on fait, pareil, c'est le même principe. Une fois ici, le chrono s'arrête dans 3, 2, 1. C'est je ramène un genou, je ramène l'autre et je reviens. Aussi simple que ça.
pensez toujours à la sécurité, à votre sécurité. Ne pensez pas au nombre de temps que vous faites. Ok, j'ai tenu 2 minutes, c'est bien de tenir 2 minutes. Mais dans les 2 minutes que vous avez tenues, combien de temps vous avez fait dans la bonne posture? Combien de temps vous avez fait où l'exercice était focus sur le muscle ciblé? C'est ce qu'il faut toujours se dire. Une fois qu'on a terminé, c'est dire ok, je reviens tranquillement, je ne vais pas brusquer, je vais éviter de me blesser. Vous avez remarqué même en musculation, vous avez bien fait votre rep en développé couché. Si au moment d'accrocher la barre, vous faites un faux mouvement, vous l'accrochez trop brusquement et clac, c'est l'épaule qui lâche, c'est le coude qui lâche. Ok, donc toujours tout faire en souplesse. Donc revenons sur le dos. Ici, on va commencer par bras tendus. Là, ici, rétroversion du bassin. Je pousse sur les talons. Là, admettons, j'ai fini mes 30 secondes d'exercice. Ça va sonner dans 3, 2, 1, stop, fin de l'exercice. Ne jamais faire ça. Laissez retomber vos poignets ou alors tout de suite comme ceci. Vous allez mettre un pic de tension sur l'articulation, ce qui sera même le choc sur le sol, bien qu'il y ait un tapis qui amortit. En dessous, c'est dur. Donc, il ne faut jamais faire ça. Vous allez abîmer vos genoux, vous allez abîmer vos coudes, vous allez abîmer vos épaules. Ici, la chose à faire, c'est dans cette position, exercice terminé, chrono arrêté dans 3, 2, 1, stop. Je vais poser un genou déjà pour libérer la tension au niveau des lombaires. Et vous voyez, de ce côté, j'ai pratiquement plus de tension vu que je peux lâcher le bras. Je pose l'autre genou pour désengager les lombaires et les abdominaux. À partir d'ici, je ne sens pratiquement plus rien sur les abdominaux. Et maintenant, je reviens tout doucement. Toutes les tensions qu'il y avait au niveau du coude ou de l'épaule, je relâche. Ok? Faites toujours ces retours en souplesse pour éviter des blessures. Il faut savoir qu'une mauvaise posture peut entraîner des blessures, mais aussi l'arrêt d'une séquence, d'une série d'exercices peut vous blesser. Donc, je reprends bras tendus ici, position gainage, rétroversion. Là, 3, 2, 1, je pose le genou, je pose l'autre et je reviens tout doucement. Et là, je respire. La même chose au niveau quand on est en gainage sur les coudes. Ici, pareil, exactement la même chose. Là, dans cette position, ce que je vois beaucoup de gens faire en salle, même à la maison, quand on dit 3, 2, 1, stop, c'est de descendre tout de suite. Là, c'est mauvais. Vous voyez que rien que dans cette position, j'ai une cambrure. Donc, du coup, tension au niveau des lombaires, hyper dangereux. Et tout d'un coup, j'ai tout le poids qui revient sur l'épaule. Donc, on peut se blesser également. Donc, ce que moi, je recommande de faire, et que les spécialistes aussi, je ne suis pas le seul à le recommander, les experts, c'est une fois l'exercice terminé dans cette position, c'est de ramener un genou, je ramène l'autre genou, plus aucune tension que ce soit sur le coude, sur l'épaule, les abdos, les lombaires. Et après, petit à petit, je me redresse. Sécurité totale. Vous avez fait votre exercice en toute sécurité dans la bonne position. Vous faites un retour de l'exercice en toute sécurité. Je reprends une dernière fois. Là, cet exercice, hop, dans 3, 2, 1, je ramène une jambe. Je vais faire de ce côté pour que vous puissiez voir. Je ramène une jambe à hauteur de ma hanche. Je ramène l'autre jambe et tout doucement, je me relève. Terminé ma série, retour en toute sécurité. Comme je vous le disais en début d'émission, corriger sa posture lors d'un exercice est bien plus important que l'exercice en lui-même. Avoir une bonne posture va garantir de meilleurs résultats, mais surtout vous éviter des blessures. Dans Fit Tips sur Eric Favre TV, nous vous donnons des astuces et des conseils bien-être et santé pour que vous puissiez avoir votre séance en toute sécurité et avoir des résultats et des bienfaits visibles. Je vous dis à très bientôt. Tu n'as pas fait le décompte?